Bienvenue dans The HR Masterclass, le podcast où on parle de leadership, culture et talent. Je suis Frédéric Nolf et je tends le micro à des leaders qui ont des choses à dire. On parle d'expérience, de conviction et de comment ils font bouger les lignes. Nous recevons aujourd'hui Dieter de Wagener, Chief Growth Officer chez Partena Professionals. Partena Professional Group est un groupe belge actif dans le domaine des ressources humaines. D'un secrétariat social, elle s'est développée en tant que fournisseur de services RH, from hire to retire. Elle a connu dans son histoire pas mal de fusions et d'acquisitions et compte aujourd'hui 51 000 clients. Numéro 1 en Wallonie et à Bruxelles, acteur majeur en Flandre, Partena est surtout actif dans le mid-segment. Elle compte 2400 collaborateurs. Dieter a eu des fonctions à responsabilité dans des grandes entreprises belges, telles que Deleuze, où il a été CHRO, mais aussi responsable opérationnel, ou encore Bipost ou KBC. Chez Partena, il est responsable tant du business consulting et outsourcing que des ressources humaines en interne. C'est un leader pragmatique qui combine une expertise d'abord en RH, mais montre aussi ses capacités dans le business. Nous parlerons de gouvernance collaborative, de discipline, de l'évolution du monde syndical, de strategic workforce planning, de technologie et de bien d'autres choses encore. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires Transurge et Q7 Leader. Je vous en souhaite une excellente écoute et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je suis Dieter de Wagener, Chief Growth Officer chez Partena Professional Group. J'ai commencé mes études de droit à l'université à Bruxelles, VUB, donc l'université néerlandophone. J'ai quitté l'université en 2005. Ensuite, j'ai commencé une courte période au barreau de Termonde, comme avocat stagiaire. J'ai relativement vite quitté le barreau pour ensuite joindre le ZKB-BTK, donc une organisation syndicale. En tant que juriste, donc je n'avais pas de responsabilité politique. J'ai appris énormément, tant côté juridique que côté politique, pendant mes 18 mois que j'ai travaillé pour le ZKB-BTK, qui donc fait partie de la HTB. J'ai gardé toujours une bonne connexion avec les anciens collègues, aussi avec les responsables politiques. Mais donc après ces 18 mois, j'ai quand même passé une période importante, presque 15 ans, chez Deleuze. Et donc, chez Deleuze, j'ai commencé comme juriste spécialisé en droit social. Et par la suite, je dirais, j'ai pris d'autres responsabilités. Tout d'abord dans la Haft HR, tout ce qui est component, tout ce qui est payroll, tout ce qui est système et méthode, comme on appelait ça avant, donc tout ce qui est tooling RH. Pour par après reprendre la responsabilité ou la direction des ressources humaines. Et donc, à partir de ce moment-là, je faisais partie, c'était 2017. Donc, depuis 2017, je faisais partie du comité de direction de Deleuze. Après une courte période au niveau du comité de direction de Deleuze avec les responsabilités des ressources humaines, la question est venue de reprendre les responsabilités opérationnelles chez Deleuze, donc la gestion de magasins, la gestion de la logistique. Et donc, j'avais quand même une certaine ambition et donc ma réponse était favorable. Et donc, pendant un peu plus que 3 ans, j'étais responsable opérationnel pour la Belgique et pour le Luxembourg au sein entre-temps du groupe Ahold Delhaize, parce que j'ai commencé tout au début chez Delhaize quand c'était encore Delhaize Group. À la fin, c'était devenu Ahold Delhaize après la fusion donc, avec Ahold. Par après, tout à la fin, bon, comme ça arrive, j'ai pas mal de collègues sur le marché de l'emploi et dans mon réseau, il y a un chasseur de tête qui vient toquer à ta porte. Et qui m'a posé la question si Bipost m'intéressait, c'est-à-dire gérer la transformation sociale et tout ce qui est ressources humaines en Belgique. C'est un défi que j'ai accepté. C'est un défi que j'ai accepté parce que je trouve que Bipost est et reste toujours une entreprise belge sur laquelle nous devons être fiers. C'est pas toujours facile, l'industrie dans laquelle ils sont actifs, mais on peut tous être fiers sur une entreprise comme Bipost.
Euh, Malheureusement, je dirais, il n'y a pas un match à 100% entre le challenge et je dirais, yeah, mes ambitions d'un côté, et il n'y avait pas un match 100% au niveau culturel non plus. Et donc, bon, via mon réseau, la question est venue de joindre le KBC Group, où je suis devenu responsable pour tout ce qui est digital pour le groupe. Complètement en dehors de ma zone à confort, parce que le digital, auparavant, c'était pas dans mes responsabilités. Secteur bancaire, c'est quand même légèrement différent que le secteur du retail. Et donc, bon, finalement, j'ai appris énormément, mais à la fin, il faut quand même constater que le cœur était dans le domaine des ressources humaines. Et donc, quand la demande est venue de partenaires de reprendre les responsabilités des business units consulting en sourcing et de combiner ça avec les responsabilités et ressources humaines pour le groupe partenaire même, j'ai pas dû réfléchir longtemps pour accepter cette mission. Et donc, aujourd'hui, effectivement, je suis, comme on appelle ça, Chief Growth Officer. Et pourquoi Chief Growth Officer? On a, tout à la fin, on a discuté de la dénomination de mon rôle, de ma fonction. Mais les deux business units qui doivent évoluer le plus, évoluer positivement le plus en termes de chiffre d'affaires, mais en fait, c'est consulting et c'est outsourcing. C'est ces deux départements qui doivent diversifier le plus vers le marché. Le marché du payroll, elle est relativement stable. Mais c'est surtout consulting et outsourcing qui doivent évoluer le plus. Et l'autre côté, c'est le côté humain, c'est le côté de nos collaborateurs qui doivent évoluer avec tout ce qui est intelligence artificielle, avec tout ce qui est automatisation, avec plein d'autres challenges qui arrivent. Et donc, cette croissance, donc Chief Growth Officer, se situe tant au niveau business que côté humain. Et donc, ça, c'est aussi typique pour le groupe partenaire. C'est l'humain au centre et pas uniquement le business au centre. Oui, c'est vraiment très bien expliqué, cette combinaison de croissance du business, mais aussi de croissance de l'organisation. Donc ça clarifie très bien ce rôle de Chief Growth Officer. Tu as un parcours assez atypique finalement, hein, commencé dans les syndicats, et puis tu es passé par beaucoup de grosses structures belges, hein, tout à fait connues de tout le monde en Belgique. Dans le HR, tu es parti dans le business, pour revenir dans le HR, mais en combinant le business. Alors ça, c'est vraiment le parcours atypique. Alors, on voit parfois des gens qui sont dans le HR après être allés dans le business, qui ont commencé leur carrière dans le business. Toi, c'est un peu différent. Qu'est-ce qui t'a ramené? Tu as dit finalement, mon amour, c'est dans le HR. Qu'est-ce qui t'a ramené finalement davantage vers le HR? Tout d'abord, mon switch HR business, donc quelque part en 2017, c'est parce que j'ai toujours trouvé, et c'est là où je suis quand même aussi en désaccord parfois avec d'autres collègues dans le domaine des ressources humaines, il ne faut pas faire du HR pour du HR. Je vois encore trop de choses autour de moi où je dis, tiens, quelle valeur business est-ce que ça va créer pour l'entreprise? Et donc, tout le monde veut avoir son propre stratégie, aussi une propre stratégie RH, où moi, j'ai plutôt tendance à dire, non, il y a une stratégie, c'est la stratégie business. Et chaque département de support, et en tant qu'HR, on reste quand même un département important ou un service important, mais on reste en support du business. Et donc, là, j'ai toujours trouvé, écoute, il y a trop de HR pour HR, et si à un certain moment, je veux avoir un impact, peut-être je dois reprendre un rôle business. Donc, il y avait cette ambition d'avoir plus d'impact sur l'évolution de l'entreprise et sur la stratégie de l'entreprise, d'où est venue effectivement cette ambition de reprendre un rôle plutôt business. Et par après, peut-être un peu la même tendance de dire, bon, je veux pouvoir, en tant que personne, en tant que leader, je souhaite quand même influencer ou impacter le résultat de l'entreprise, la stratégie, la direction de l'entreprise. Mais on voit quand même que beaucoup se passe via l'humain, via les collaborateurs. Et moi, j'ai toujours dit, le jour que je peux combiner un rôle business plus HR, ça sera mon rôle de rêve. Et donc, mon CEO actuel, Roland van Dessel, le CEO de Partena Professional Group,
est passé à un certain moment. Il m'a dit, écoute, on se connaît depuis 10 ans maintenant. Tu m'as toujours dit, HR plus business, c'est quelque chose pour toi. Bah, c'est peut-être le moment d'accepter à nouveau une mission un peu plus sérieuse de ce que tu fais aujourd'hui. Entre parenthèses. Donc voilà, d'où est venue ma mission actuelle, quoi. Ah oui, oui, oui. Donc tu connaissais Roland, le CEO de Partena. C'est important d'avoir un réseau, de gérer son réseau? Je pense que c'est important de gérer son réseau. Je ne veux pas dire que euh, je suis le networker numéro un, pas du tout. Mais on se connaît depuis maintenant une dizaine d'années. Et pour moi, ce qui est très important, c'est cette transparence dans une relation. C'est de savoir, tiens, si je connais Frédéric, si je connais Roland, si je connais quelqu'un d'autre, bah, pourquoi est-ce que je connais Frédéric? Pourquoi est-ce que je connais Roland? Frédéric peut compter sur moi, Roland peut compter sur moi si on se téléphone. On se donne la parole et donc on se respecte. Donc, pour moi, faire du networking juste pour faire du networking, ça m'intéresse un tout petit peu moins. C'est important. Mais c'est surtout de savoir, tiens, qu'est-ce qui est important de connaître quelqu'un à un certain moment. Donc pour moi, c'est important d'entretenir un network, mais d'une manière raisonnable et pas pour faire du networking pour faire du networking, quoi. Ah oui. Tu disais du HR pour du HR. Donc dans ton explication sur ta connexion avec le business, tu disais voilà, il y a parfois trop de HR pour le HR. Tu peux donner des exemples de choses que tu trouves inappropriées en HR? Euh, Vraiment inapproprié, peut-être pas parce que plein de choses ont leur valeur, mais par exemple, euh, plein, je dirais, j'ai vu pendant ma carrière pas mal de modèles de leadership qui ont été développés, mais qui n'ont pas été traduits d'une manière orientée business. Donc, on développe des modèles de leadership euh, avec plein de beaux mots, mais on ne le traduit pas dans quelque chose de tangible. Et C'est ça. surtout, dans un environnement, comme par exemple aussi le retail, mais comme par exemple aussi une entreprise comme Bipost ou Partena, il est important de traduire les choses d'une manière tangible. Comme moi j'ai toujours dit, dans un modèle de leadership, il faut pouvoir le traduire dans des comportements concrets. Qu'est-ce qu'on attend concrètement des choses? Donc, on reste parfois un peu trop dans son tour d'ivoire et dans des concepts en lieu de traduire des choses. Et donc, un bon exemple, c'est un modèle de leadership. Qu'est-ce que ça Oui. veut dire réellement? Plein d'entreprises disent, bon, on va faire un scan de notre leadership modèle, de notre style de leadership. Et ils prennent beaucoup de temps, ils investissent beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent. Surtout, on perd le focus sur d'autres choses. Et à la fin, on arrive avec un modèle qui n'est pas suffisamment utilisable dans la pratique. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose que je vois aussi souvent, on n'investit pas suffisamment dans tout ce qui est communication. On fait plein de bonnes choses en HR, mais on ne le traduit pas dans la pratique. Et donc ça c'est important également, je pense, cette Ah oui. communication, cette Ça rejoint transparence. une réflexion que j'ai eue donc après avoir quitté un rôle actif de CHRO. J'ai pris un peu de recul et une réflexion sur la profession et je me suis dit, est-ce que c'est pas une profession? On a trop tendance à s'occuper de notre propre process définition pour rejoindre ce que tu dis, alors que le business attend un autre comme attend un résultat de ça. Et donc trop souvent, on néglige le résultat, l'outcome de nos définitions pour continuer à améliorer un process, une définition que les gens dont les gens ne comprennent pas finalement vraiment l'utilité parce que ça ne suit pas avec un autre comme un business outcome. Exactement, Ouais. exactement. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont particulièrement influencé dans ta carrière d'éditeur? Oh, bonne question. Sûrement, oui, et plein de gens, parce que moi, je pars du principe que qui je suis aujourd'hui, bah, c'est le résultat de tous les gens que j'ai connus autour de moi, tous mes CEO avec qui j'ai travaillé, mais surtout, encore plus important, toutes les équipes avec qui j'ai travaillé.
Donc, c'est pas une question de regarder qui était mon boss à un certain moment, c'est les gens autour de toi. Et c'est tout à fait légitime de citer plein de gens que j'ai connus aussi dans mes équipes. Mais si je dois vraiment choisir quelqu'un, c'est sûrement le premier DRH que j'ai connu, c'est Martin Brice, Ah oui. qui entre-temps, j'espère que je suis correct, est presque pensionné. Ou elle est pensionnée entre-temps. Donc, j'espère que je ne me trompe pas. Sinon, Martin, toutes mes excuses. Et donc, qu'est-ce que j'ai appris de Martin? C'est la détermination, c'est le courage de poser des questions, de challenger le statu quo et de ne pas accepter le statu quo et d'être courageuse là-dedans. Donc, dans mon leadership aujourd'hui, la personne qui a contribué beaucoup à qui je suis aujourd'hui, c'est sûrement Martin. Quelqu'un d'autre avec qui j'ai travaillé beaucoup dans la concertation sociale, par exemple, c'est Thierry Vermeer, qui aujourd'hui est le directeur des ressources humaines au sein de Facilico. J'ai appris, je ne vais pas dire tout, mais énormément de lui au niveau de la gestion des ressources humaines et plus particulièrement tout ce qui est gestion des relations sociales. Donc ça sont deux personnes qui étaient dans ma carrière très importantes et qui ont influencé mon style de leadership. Oui, chouette. Tu parlais au début de ta carrière de ton passage dans le rang syndical. Est-ce que c'est quelque chose qui par la suite t'a été reproché soit du côté patronal, soit du côté syndical d'être passé de l'autre côté? Sans aller trop dans le détail, disons que c'était pas nécessairement une période facile tout de suite par après. Mais disons que après une certaine période, la collaboration était correcte et après une certaine période, plus longue encore dans le temps, c'était même une collaboration excellente. Et donc, il n'y avait pas uniquement beaucoup de respect, mais il y avait une excellente collaboration. Mais tout commence avec du respect, hein, donc en général, mais aussi dans le domaine de la gestion des relations sociales. Ah oui, oui. On va peut-être parler plus tard de la gestion des relations sociales. J'aimerais comprendre qui tu es toi-même comme leader. Quelle est la taille de ton équipe et si je devais arriver dans ton équipe, qu'est-ce que je constaterais comme style de leadership de ta part? Pour moi, ce qui est important, c'est, je pense, quelque chose qui est important, c'est la communication, c'est la transparence. C'est, comme on dit en anglais, what you see is what you get. Donc, moi, je suis pas, ou j'espère que je suis pas quelqu'un qui joue des jeux politiques derrière. Donc, le what you see is what you get est très important pour moi. Je suis quelqu'un qui challenge beaucoup, mais pas challenger pour challenger pour faire grandir les gens. Ce qui est pour moi extrêmement important. Donc, par exemple, faire grandir le talent, donner des chances à des gens. Voir que les gens prennent ces chances-là, voir qu'ils évoluent dans une entreprise, ça me donne extrêmement de l'énergie. Donc, est-ce que je suis l'homme qui est le plus créatif du monde? Sûrement pas. C'est pour ça que j'essaie toujours de m'entourer avec des gens qui ont d'autres forces que moi. Donc, je crois fortement dans une équipe qui est le résultat de la diversité, mais aussi diversité en termes d'expertise que du leadership. Donc, j'essaie de m'entourer avec des gens qui sont plus forts dans certains domaines que moi-même. Donc, moi, je crois beaucoup là-dedans. Et ça, c'est important. J'essaie d'être quelqu'un qui inspire, qui donne direction, sans faire du micromanagement. C'est peut-être une évolution que j'ai connue aussi. Je suis juriste, donc je pense que tout au début de ma carrière, j'étais beaucoup plus micromanager comparé à aujourd'hui.
Bon, peut-être il y a des gens de mon équipe qui vont dire, ah, tu dis que tu n'es plus micromanager aujourd'hui, vraiment, hein? Non, je pense, si je regarde moi-même, ça c'est une évolution, je pense, que j'ai fait aussi, parce que j'ai pris le feedback aussi à un certain moment, hein? Et donc, ça, pour moi, est important également. Euh, et je suis quelqu'un qui demande du feedback de manière proactive et qui essaie quand même de faire quelque chose avec ce feedback-là. Donc, le, le culture de feedback est important pour moi à nouveau parce que je pense que ça nous aide tous à grandir. À grandir en tant que leader, à grandir en tant que personne. Et donc, c'est un conseil que je donne aussi à des talents. Demande du feedback. Sois ouvert au feedback. C'est une des meilleures, je dirais, skills de leadership, je pense. Pourquoi c'est si peu appliqué finalement? Parce que tout le monde parle beaucoup du feedback, mais c'est quand même finalement quelque Mhm. chose qui est peu appliqué dans les entreprises. Psychological safety, je pense. Les gens Mhm. ne se sentent pas à l'aise. Et les conditions ne sont pas remplies. Oui, je pense que on a un ami commun, Lencioni. Ouais, pas sûr que c'est un ami de nous, mais on connaît tous les deux Lencioni, comme plein d'autres collègues dans le domaine des ressources humaines et d'autres leaders connaissent Lencioni. Donc pour moi, c'est en théorie un livre de référence pour ça. Le feedback, c'est une condition sine qua non pour faire grandir un business, pour faire grandir une organisation et pour faire évoluer de manière positive les leaders dans une entreprise. Donc, les conditions doivent être là pour pouvoir s'exprimer. Et si les gens ne sont pas, que les conditions sont remplies, bah, ils ne donnent pas du feedback. Et donc, en tant que leader, c'est extrêmement important de créer ces conditions-là pour que tout le monde puisse s'exprimer. Qui d'ailleurs, dans la culture partenaire, la culture de gouvernance collaborative, est quelque chose qui est extrêmement important. Une culture où tout le monde doit pouvoir s'exprimer de tout le sujet possible. Donc, c'est cette psychological safety, c'est cette responsabilité qu'on a tous de créer les conditions pour que tout le monde puisse s'exprimer. Mais c'est extrêmement important et c'est tellement basique, mais c'est, comme tu dis, peu appliqué finalement. Oui. Si je croise d'autres collègues dans le domaine des ressources humaines, au moins un sur deux me dit que cette culture de feedback n'est pas présente. Et donc, à nouveau, je fais référence à tout ce qui est télétravail, par exemple. Euh, c'est, le télétravail pour moi, et c'est un peu noir-blanc ce que je veux dire maintenant, donc mes excuses, mais pourrait être un frein aussi pour créer cette culture de feedback parce qu'il y a moins de connexion entre les gens. Et c'est d'ailleurs une des choses pour lesquelles nous avons rééquilibré les conditions et l'encadrement du télétravail au sein de Partena. C'est parce que cette connexion humaine est importante. Cette connexion humaine est importante pour faire évoluer les gens et pour créer effectivement une culture de feedback qui est la base de tout pour moi. Parce que si ça n'est pas présent, on peut faire tout ce qu'on veut en termes de stratégie d'entreprise ou en termes de stratégie ressources humaines. Comment vous avez réencadré le télétravail? Ah, bah, j'ai déjà fait référence à la gouvernance collaborative qui est appliquée au sein de Partina. Et donc, on avait une convention collective de travail signée par toutes les fractions syndicales qui stipulait que c'était aux équipes de trouver un accord entre eux par rapport aux conditions de télétravail, donc y inclut le nombre de jours que les gens dans les différentes équipes peuvent travailler à la maison. Et on a constaté qu'il y avait dans pas mal d'équipes un souci au niveau de la collaboration, au niveau du bien-être aussi, parce que s'il y a moins de connexion entre les gens, bah forcément, ça a une certaine
ça a certaines conséquences aussi au niveau du bien-être parce que certains gens tombent presque dans l'isolement, hein, ils voient moins de gens et même s'ils viennent au bureau, leurs collègues ne sont pas là à ce moment-là. Donc on a constaté qu'il y avait une nécessité de rediscuter le télétravail et finalement on a fait un petit pas en arrière par rapport à la gouvernance collaborative. Donc on a dit, bah, c'est toujours aux équipes de discuter les modalités du télétravail, mais c'est un ratio de maximum 60% de télétravail. Maintenant, je sais bien que beaucoup d'entreprises vont moins loin dans le télétravail. Ils sont à 50%, à 40% de télétravail maximum. Mais dans notre contexte, à nouveau dans une gouvernance collaborative, on pense qu'on peut laisser un peu plus de flexibilité aux équipes, mais plus une flexibilité de dire, écoute, vous avez 100% la main dans la définition des modalités du télétravail. Donc, on a créé un cadre un peu plus strict, mais toujours en donnant un mandat aux équipes de définir les modalités en dehors un nouveau encadrement. Ce n'était pas une discussion facile avec les organisations syndicales, ça c'est logique, mais en même temps, je pense qu'on a trouvé une bonne balance qui créait un encadrement sain pour le futur. Ok. On va donner deux références. On a parlé de deux références intéressantes. Donc, Psychological Safety. Alors, c'est intéressant. Il y a plus d'un podcast où c'est un terme qu'on utilise. Et donc, pour les personnes qui veulent approfondir le sujet, il y a le livre qui s'appelle The Fearless Organization de Amy Edmondson. Et en deux mots, elle parle de psychological safety comme capacité à faire grandir les gens, un environnement qui est fait à la fois de bienveillance, mais de high standards. Hein. Donc, trop souvent, on croit que c'est la bienveillance toute seule. Et donc, c'est très people-oriented. Oui, c'est très people-oriented, mais en même temps, on pousse les standards vers le haut. Elle dit c'est ça qui fait grandir, c'est créer un environnement où les gens ne se sentent pas menacés, mais où on met la barre assez haut. Sinon, ça s'appelle une forme de complaisance et c'est pas ça qu'on cherche quand on parle de psychological safety. Et le lien avec Patrick Lencioni, c'est lui qui a écrit. Alors, initialement, il a appelé The Five Dysfunctions of a Team, et puis il a renommé son modèle The Five Behaviors of a Cohesive Team, Five Bs. Et pour lui, toute la base, c'est la confiance, psychological safety, qui va donner la possibilité aux gens de rentrer dans la discussion, de donner un avis, même s'il n'est pas, même s'il est différent de l'avis, par exemple, de leur supérieur hiérarchique, pour avoir une meilleure prise de décision, plus de commitment, plus d'accountability et davantage de résultats. Et donc, c'est un modèle qui est très intéressant à utiliser quand on se pose des questions autour de l'accountability, ce qui, dans mon expérience, est le cas de 90% des CEO. 90% des CEO aimeraient voir plus d'accountability. Et on peut se poser la question de se dire, est-ce qu'on doit mettre en place des carottes et des bâtons par rapport à l'accountability, ou est-ce que c'est le symptôme de quelque chose quand il n'y a pas assez d'accountability? Alors quand on redescend dans la pyramide de Lencioni, ça nous permet éventuellement de se dire, mais tiens, comment les décisions ont été prises? Est-ce que les gens ont osé dire leur avis, hein? Et est-ce qu'il y avait donc une psychological safety qui permettait de créer ce type d'environnement? Donc j'invite les personnes intéressées à regarder ça ou à me contacter s'ils veulent en savoir davantage. On va parler, oui, on va parler de la culture. Chez Partena, tu as mentionné déjà 2-3 fois quelque chose qui va certainement fort intéresser les personnes qui suivent le podcast. C'est la culture collaborative ou participative. Qu'est-ce qu'on entend par là? Collaborative. Alors, est-ce que tu peux nous faire un masterclass sur la culture collaborative, Dieter? Bah, pour tous les talents, on vient travailler chez Partena, comme ça vous pouvez le découvrir vous-même. Non, je rigole. En quelques mots, c'est une culture qui supporte l'autonomie des équipes. Donc, on part du principe que les décisions sont prises le plus bas dans l'organisation. Et donc, où la hiérarchie joue presque pas de rôle. Et donc, ça veut dire que, par exemple, chaque équipe, on n'utilise pas des organigrammes standards chez Partena, on utilise des cercles, parce qu'on considère que dans chaque cercle, les gens sont présents, qui doivent être présents pour discuter d'un certain sujet, pour gérer une certaine activité. Donc, on parle de cercles. Et donc, chaque cercle, par exemple, il y a un facilitateur qui gère le cercle. Et le facilitateur, c'est pas comme on le connaît typiquement, c'est pas le N+1,
c'est quelqu'un qui est élu par l'équipe et qui gère les cercles au quotidien, qui organise les activités, qui organise les discussions et qui challenge aussi l'organisation en disant, yeah, mais écoute, est-ce qu'il n'y a pas de illusion d'alignement? Is there no illusion of alignment par rapport à quelque chose? Est-ce qu'on a la décision qu'il nous faut? Et donc, le fait qu'on est organisé beaucoup moins hiérarchiquement et que, je ne veux pas parler de pouvoir parce que pouvoir, ce n'est pas une terminologie qu'on préfère utiliser dans la gouvernance collaborative, mais que les responsabilités sont données au cercle et que les responsabilités se situent dans le cercle, je dirais presque le plus bas dans l'organisation, et le plus bas, à nouveau, je fais référence à une terminologie plutôt hiérarchique, mais c'est quand même ça l'esprit, c'est qu'on donne vraiment les responsabilités aux gens, et donc ça aide aussi à créer cet équilibre entre bienveillance d'un côté, important, mais performance d'un autre côté. Important aussi, il y a un tooling derrière pour supporter tout ça, ça s'appelle Ola Spirit. Et donc, ça crée une transparence autour des décisions qui sont prises dans chaque cercle. Extrêmement important. Donc, au niveau du comité de direction, les rapports sont publics, par exemple. Et on ne parle même pas de comité de direction, on parle de cercle d'ancrage, Anchor Circle. Et donc, c'est le cercle, c'est le cercle qui est le mieux à comparer avec un comité de direction. Et donc, tout le monde peut recevoir le rapport du cercle d'ancrage. Bien évidemment, imaginons que demain on parle d'une acquisition ou de fusion ou des choses vraiment confidentielles. Vous n'allez pas le retrouver dans le rapport. C'est logique parce qu'il y a une certaine confidentialité autour de certaines choses. Mais on est le plus ouvert possible par rapport à toute l'organisation. Et ça à nouveau, c'est très important. Cette communication, cette implication de gens, faire en sorte que tout le monde est au courant de tout dans l'entreprise et que donc, ça nous aide aussi que tout le monde prend ses responsabilités dans son domaine et que les choses sont discutées au bon niveau dans l'entreprise. Et qu'il y a un minimum de misalignment entre les équipes. Donc, très important pour nous, cette culture. À nouveau, c'est comme dans chaque culture, c'est comme dans chaque modèle organisationnel, c'est la discipline derrière. Et donc, on voit que ça, c'est absolument un point d'attention aussi. Si moi, je suis maintenant 9 mois dans l'entreprise, pour moi, la gouvernance collaborative en tant que principe n'était pas nouveau, mais à nouveau, pour travailler dans une entreprise, aussi avec la casquette ressources humaines, avec ce système-là, ça nécessite quand même une certaine discipline. Mais une fois qu'on travaille dans un système pareil, on voit les avantages. Et même, je ne peux pas dire un système. Le système, avec le mot système, je fais référence au tooling, donc à Ola Spirit. Je ne fais pas référence à la culture de la gouvernance collaborative, parce que ça, ce n'est pas un système, c'est vraiment la culture de Partena, où cet échange entre les équipes est important. Cette responsabilité qui est donnée aux équipes est importante aussi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une autonomie qu'il n'y a pas de responsabilité. Et ça, c'est le deuxième pitfall aussi. Donc, le premier était discipline. Discipline est important dans l'application du système. Ça peut que fonctionner quand tout le monde l'applique. Et deuxièmement, c'est cette bonne balance entre bienveillance et responsabilité. Donc, parce que la gouvernance collaborative ne peut pas devenir une excuse pour ne pas performer, pour ne pas donner de résultats. C'est pas le cas, bien évidemment. Mais on doit quand même, là aussi, bien regarder que tout se passe comme il faut. Ça me fait penser à, effectivement, il y a deux couples indissociables dans l'entreprise. C'est bienveillance qu'on ne peut pas dissocier de exigence, comme on en parlait dans le cadre de la psychological safety,
et liberté qu'on ne peut pas dissocier de responsabilité. On ne peut pas donner l'un sans l'autre. Ça va dans les deux Excellent sens. résumé. Excellent résumé. Ja. Euh, Tu vois des résultats concrets sur le business de cette culture collaborative, de cette gouvernance collaborative? Oui, c'est la manière comment les décisions sont prises. On est capable de prendre plus vite, je pense, plus vite de décisions comparé à d'autres entreprises que j'ai connues. Donc ça, c'est clairement un avantage. Deux, ouais, et ça fait aussi partie de nos valeurs, euh, c'est l'innovation et l'entrepreneuriat. On est une entreprise et avant que je suis arrivé chez Partena, on m'a raconté beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'éléments dans mon briefing, dans mon sac à dos, à mon premier jour à l'école Partena. Mais ce qui n'était pas présent dans mon sac à dos, c'est on est une entreprise euh, qui met beaucoup de focus sur l'entrepreneuriat, sur l'innovation. Et donc, persuadé que cet entrepreneuriat, que cette innovation est présent et renforcé grâce à la gouvernance collaborative. Et à nouveau, si on dit entrepreneuriat, si on dit innovation, ça a aussi une contrepartie, hein, et ça a aussi d'autres challenges, dans le sens où on doit faire attention qu'il y a suffisamment de focus sur le process, etc. Parce que, donc, il y a toujours, comme tu as dit, il y a toujours deux choses sur lesquelles il faut garder un équilibre. Mais ça sont deux choses qui sont présentes ou même renforcées grâce à la gouvernance collaborative. Cette manière comment les décisions sont prises d'un côté, donc le speed, l'accélération, la manière comment les décisions sont prises et l'innovation et l'entrepreneuriat. Est-ce que ça crée des rôles particuliers? Tu en as cité un. Est-ce qu'il y a d'autres rôles particuliers qu'une telle gouvernance crée automatiquement? Bah, le rôle de facilitateur est le rôle le plus important. Il y a d'autres rôles aussi, et même, on peut créer, chaque cercle peut créer ses propres rôles. Donc, je prends un exemple. Dans mon cercle, j'ai un rôle pour le marketing. Donc, j'ai créé un rôle que dans mes réunions tactical, comme on les appelle, dans mes réunions d'équipe, il y a quelqu'un présent du marketing. Et donc, moi, dans mon cercle, j'ai créé un rôle pour quelqu'un du marketing. Donc, chaque cercle peut aussi créer ses propres rôles, justement pour faire en sorte qu'on prenne les bonnes décisions avec les bonnes personnes autour de la table. Et donc, qu'on ne se dit pas, on doit passer à un autre cercle qui doit donner son avis. Non, on invite quelqu'un en marketing, on crée un rôle pour le marketing. Si on trouve que sur une base hebdomadaire, quotidien, on a besoin de quelqu'un du marketing. Donc, le modèle donne suffisamment de flexibilité pour que chaque cercle puisse s'organiser d'une manière efficace pour, à nouveau, prendre des décisions d'une manière vite et efficace et avec plein d'impact. Qu'est-ce que ce genre de gouvernance peut créer comme difficulté ou comme tension? Je pense qu'il est très important, c'est cette discipline aussi. Qui est responsable, pourquoi? Quel cercle est responsable, pourquoi? C'est pour ça aussi, donc chaque cercle a son mission, a sa mission, sorry. Donc chaque cercle doit définir pourquoi est-ce qu'il est responsable et ça doit être validé par le cercle supérieur pour éviter un conflit. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais c'est pas différent qu'une autre organisation, je dirais, ordinaire. L'autre conflit est effectivement l'équilibre entre la performance et la bienveillance. Troisièmement, c'est l'autonomie d'un côté d'un cercle et il y a les décisions du cercle supérieur. Maintenant, moi je vois peu de conflits au sein de Partena avec ça, donc ça fonctionne relativement bien. Mais j'ai connu des situations où je me disais, oui, par exemple, le télétravail, on prend une décision comme cercle d'ancrage qui va quand même un peu à l'encontre, pas de l'esprit, mais du mandat qu'on a donné auparavant. Donc, là, on a dû bien expliquer les choses. Mais à nouveau, si on explique bien les choses,
Et c'est à nouveau comme dans une organisation ordinaire ou comme dans un autre type d'organisation. On, ja, on y arrive, quoi. Mais c'est cette communication qui est très importante pour éventuellement éviter des malentendus ou même des conflits, quoi. Oui, oui, très intéressant, très très chouette. Il n'y a pas tellement d'entreprises qui ont vraiment franchi ce cap hein, d'aller vers la gouvernance collaborative. Et ce que tu as dit tout au début, c'est que vous appuyez quand même sur un ensemble de règles, hein. Les choses ont l'air très organisées. Et ça va peut-être un petit peu à contre-courant de l'idée qu'une gouvernance collaborative, tout est ouvert et les choses sont peu organisées. En réalité, avec les règles de l'holacratie, ça semble assez bien cadré. Est-ce que c'est correct? C'est tout à fait correct, mais c'est une nécessité aussi, parce que euh, si c'est pas bien encadré, c'est effectivement créer quelque chose qui devient peut-être incontrôlable. Donc cet encadrement est, est important, quoi. Mais à nouveau, c'est pas différent qu'une autre type d'organisation. Mais cet encadrement est présent et nécessaire et fait vraiment la différence. À nouveau, je fais référence à la discipline. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, cette discipline dans l'application des règles est très importante. Par exemple, moi je suis facilitateur pour notre cercle d'ancrage, donc pour notre comité de direction, si vous voulez. Euh, euh, et donc, ça nécessite une certaine discipline de gérer le cercle d'ancrage. Et c'est nécessaire aussi cette discipline parce que sinon ça ne fonctionne pas. Sinon, tu crées des attentes au sein d'autres équipes euh, que tu peux pas confirmer de manière positive. Oui, finalement, l'existence d'un cadre de référence, ça crée un peu de la sécurité pour les gens aussi, hein. Sinon, s'il n'y a pas assez de références, si c'est pas assez cadré, ça peut créer de l'anxiété parce qu'on se pose toujours la question en disant, mais est-ce qu'on est occupé à faire la bonne chose? Est-ce qu'à un moment, on va pas nous dire que c'est pas ça? Et donc, si on veut enlever cette anxiété, cette insécurité chez les gens, créer des cadres de référence, et si on s'intéresse un petit peu à la systémique des organisations, finalement, on dit qu'une organisation qui est performante, elle doit avoir de la cohésion. Et la cohésion vient de la coexistence des cadres de référence et justement de la volonté des acteurs de collaborer. Et donc, on ne collabore Exact. bien qu'il y a des cadres de référence. Et c'est ça qui donne la cohésion et c'est ça qui peut donner la performance d'une organisation dans une vision systémique des choses. À la fin, c'est est-ce que je peux avoir confiance dans le système? Et Oui. pour avoir confiance dans un système, il faut cet encadrement, il faut cette certitude où les gens se disent, OK, ça va, gouvernance collaborative, c'est pas uniquement clair pour moi, mais tout le monde respecte les règles du jeu, c'est joué correctement, et donc je vois que ça fonctionne. Et pour que les gens se disent, ça fonctionne, il faut cet encadrement. Vous avez un responsable de la méthodologie générale? Oui, 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 tout à fait. À un certain moment, ça date il y a entre-temps 3 ans, je pense. Donc, on a lancé ça en plein Covid. La Ah oui. gouvernance collaborative, je n'étais pas encore là à ce moment-là. Mais à ce moment-là, c'était une équipe dédiée. Je pense qu'on peut parler d'une équipe transformation culturelle qui l'a lancé. Et aujourd'hui, la méthodologie fait partie des responsabilités de l'équipe ressources humaines. Euh, mais pas que ressources humaines. Il y a toujours une équipe de projet qui se réunit régulièrement. Et donc, ça doit rester haut sur notre radar pour effectivement veiller à ce que les principes restent bien appliqués par tout le monde. Oui, oui, oui. Dieter, on va passer sur un sujet qui est le monde syndical, dans lequel on comprend que tu as une expérience directe, mais aussi une expérience dans les relations sociales importantes. J'imagine que chez Deleuze et dans tes autres expériences, tu as été très impliqué là-dedans. Quelle est ta vision aujourd'hui sur les relations syndicales? Bonne question. On a encore combien de temps? Non, je rigole. Euh, euh, je pense que à l'heure actuelle,
au niveau de relations sociales, les gens ne se connaissent plus qu'auparavant. Et donc, tout ce qui est relations syndicales, ça reste quelque chose d'hyper sensible. Et les gens qui sont aujourd'hui autour de la table, je pense qu'il y a une nécessité tout d'abord d'investir plus dans les vraies relations humaines entre eux. Donc, je pense que les collègues qui ont un peu d'expérience dans tout ce qui est gestion des relations syndicales, les accords se font tout d'abord entre humains. Et donc ça, c'est important. Donc, j'ai parfois l'impression que les gens ne se connaissent plus et qu'on tombe tout de suite dans un conflit. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vois, qu'on peut constater aussi dans le monde politique, que je connais beaucoup moins que le monde syndical, mais c'est quelque chose que je vois là aussi. Donc, investir dans des vraies relations humaines. Deux, j'ai l'impression, moins d'écoute aujourd'hui comparé auparavant. On tombe tout de suite dans des conflits. Trois, le monde change. Le monde change extrêmement vite. Et j'ai parfois l'impression que on n'arrive pas d'avoir les bonnes discussions autour de différents thèmes. Prenons tout ce qui est flexibilité, prenons tout ce qui est dynamique marché de l'emploi, etc., etc., etc. On n'arrive plus d'avoir de vraies discussions, j'ai l'impression. Donc, je parle toujours dans le conditionnel. Donc, il faut cet investissement, il faut à nouveau une culture de compromis qui est beaucoup moins présent aujourd'hui comparé auparavant. Et cette culture de compromis va nécessiter fort probablement aussi une autre approche côté syndical. Parce que j'ai parfois l'impression que les méthodologies côté syndical qui sont appliquées aujourd'hui sont encore les mêmes comparé à il y a X nombre d'années. Mais le monde a changé entre-temps. Le monde change plus vite que jamais. Et donc, là, il y a vraiment besoin de faire évoluer les choses aussi, je pense. Maintenant, ceci dit, les organisations syndicales, je pense, j'estime, ont une valeur extrêmement importante dans le modèle dans lequel on se situe. Donc, je crois dans une bonne balance, dans une bonne dynamique, dans un bon équilibre. Mais il est temps, il y a même une urgence, de faire évoluer les dynamiques qui s'appliquent à l'heure actuelle. Aussi, par exemple, dans le monde du retail, que je connais relativement bien, si on veut vraiment créer un win-win pour tout le monde, et c'est ce qui est souvent utilisé autour de la table de discussion, de négociation. On doit créer un win-win pour tout le monde. Cette win-win nécessite que les gens se connaissent mieux, qu'il y a plus d'écoute, pas moins d'écoute, mais qu'il y a plus d'écoute, qu'il y a moins de dynamique de conflit, et qu'il y a peut-être besoin d'une autre dynamique syndicale également, une dynamique qui met plus d'accent sur la nécessité d'évolution de notre marché de l'emploi. Et je pense que les principes qui sont appliqués à l'heure actuelle, ils étaient très bien pendant X nombre d'années, mais aujourd'hui on vit dans une autre réalité et ça nécessite d'autres équilibres. Et donc, pour que la concertation puisse continuer à jouer son rôle, il faut une évolution. Il faut une évolution, pas nécessairement une révolution. Mais si l'évolution ne va pas venir, ça va créer une révolution. Tu penses une évolution dans quelle direction? Une évolution de plus d'ouverture et de dire, bon, tout d'abord reconnaître ce qu'on a connu,
c'était bien, mais le monde a évolué. Et donc, le monde économique a évolué. En tant que, en tant que pays, bon, on reste quand même relativement petit. Hein? Donc, on vit dans un monde international. Et donc, on ne peut pas continuer à jouer, je dirais, notre propre jeu sans considérer le reste du monde autour de nous. Donc, il faut cette évolution au niveau syndical. Il faut plus d'ouverture. Et si cette ouverture sera présente, je suis aussi persuadé qu'on va pouvoir trouver d'autres équilibres. Parce que maintenant, on tombe dans un jeu que les règles sont définies presque unilatéralement. Et je pense qu'à terme, ça va générer plus de conflits que générer de solutions. Donc oui, il y a presque cet appel à plus d'ouverture, plus de dynamisme dans la discussion pour éviter effectivement encore plus de révolution. Donc, il faut une évolution et pas de révolution. Mais pour ça, il faut cette ouverture, il faut cette dynamisme autour de la table de discussion. Et ça sera pas facile. Hein. Ça sera pas facile. Mais c'est nécessaire, sinon, je crains qu'à terme, je crains qu'à terme, tout ce qui est organisation syndicale risque de perdre potentiellement une partie de son impact qu'ils ont à l'heure actuelle. C'est ça. Tu as parfois connu des très grosses tensions, comme des grèves, par exemple? Oui. Comment tu gères ce genre de situation? Bah, un peu dans le style comme je l'ai expliqué aussi. Donc, ça veut dire tout d'abord, les gens doivent se connaître. J'ai toujours, s'il y avait un greffe, je savais toujours qu'on allait avoir un greffe. Donc, je le savais à l'avance. J'ai parfois l'impression qu'aujourd'hui, dans les entreprises, ça vient comme une surprise parfois. Sauf en cas de licenciement collectif ou des choses pareilles. Mais je constate de plus en plus qu'un greffe vient comme une surprise. Ça peut jamais être une surprise parce que les gens doivent se connaître. Donc, c'est un des principes que j'ai mentionné avant. Il faut pouvoir installer une certaine structure ou une certaine manière d'écoute. Même si c'est difficile, et il faut oser s'exprimer, il faut oser parler, il faut oser trouver un compromis. Et bon, la dernière manière de gérer un greffe, c'est la voie juridique, mais ça laisse toujours des traces pour le futur. Donc, je suis persuadé que la dernière manière pour résoudre un greffe, c'est une requête unilatérale. Donc, c'est pas la première manière de résoudre un greffe. Donc oui, c'est cette écoute, c'est connaître les gens avec qui il faut parler et oser se mettre autour de la table, oser s'exprimer et oser trouver une solution. C'est pas si complexe que ça, mais ça commence avec des relations humaines qui sont sains, et ça commence à connaître les autres joueurs dans le jeu, quoi. Oui. C'est comme dans comme le tu foot, dis, c'est pas si complexe que ça parce qu'on a parfois une tendance à confondre dans le monde des affaires. On appelle beaucoup de choses complexes. On confond difficile et complexe. Il y a des choses qui ne sont pas complexes, ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles. Donc Exact. c'est une autre question. Et bon, parfois on sait très bien comment arrêter une grève, mais parfois ça demande aussi du temps. Et donc ça c'est la difficulté aussi. Une autre difficulté, c'est la gestion des parties prenantes, parce que en tant que ressources humaines, tu es parfois vu comme le défendeur des droits des organisations syndicales, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Mais on est quand même interlocuteur à un certain moment aussi entre un business, le syndicat, et il faut aller chercher un mandat en interne aussi chez ton business. Donc, c'est une autre difficulté, effectivement, on a une double négociation à faire. Alors. On a toujours cette rôle à jouer parce qu'à un certain moment, c'est le business qui décide sur un certain mandat.
ce qui est logique, ce qui est tout à fait logique. Mais ça veut dire aussi qu'il faut convaincre parfois plusieurs parties, ce qui fait aussi partie du jeu que les ressources humaines doivent jouer, je pense. Oui. Bon, tout ça, dans ce contexte-là ou dans le contexte de ton job actuel chez Partena Professionals, demande beaucoup d'énergie, je pense, hein, des fonctions comme ça. Il faut être en forme. Comment tu fais, toi, pour gérer ton énergie nécessaire dans ce type de fonction? Ja, bonne question. Pour l'instant, j'y réussis particulièrement bien. J'ai jamais eu... ouais, non, on connaît tous des energy drops à un certain moment. Mais ici, c'est déconnecter de temps en temps. Euh, prendre... Et à nouveau, c'est pas complexe, mais prendre parfois un peu de temps pour soi-même, pour sa famille. J'essaie de faire parfois du sport, mais c'est la première chose qui est délitée dans mon agenda. Donc, je suis pas le meilleur exemple par rapport à ça. Mais c'est prendre parfois un peu de temps pour soi-même. Et très important, c'est dynamique d'équipe. Euh, euh, on n'est jamais seul dans des discussions pareilles, que ce soit une discussion business, que ce soit gérer une grève, que ce soit gérer des discussions syndicales. Euh, cette équipe autour de moi est toujours très important. Et donc, ça m'aide vraiment à bien balancer les choses. Et peut-être un dernier élément, quelque chose qui est important pour moi aussi, c'est de l'humour, c'est le fun. C'est le work hard, play hard, c'est ja, important aussi. Une bonne manière d'éviter finalement certains conflits, c'est de ramener un petit peu des choses moins sérieuses autour de la table. Exactement. Exactement. Oui. Aussi, d'ailleurs, dans les discussions syndicales. Oui. Une question que j'aime bien poser dans le podcast, c'est voir si tu serais d'accord de partager une erreur que tu as faite et qui t'a permis d'apprendre quelque chose. Oh, ja, je pense pas mal d'erreurs. Euh, euh, j'ai déjà cité micromanagement, Oui. sûrement. Euh, et, et là, c'est aussi sur base du feedback des collègues autour de mon équipe, que tu commences à réaliser, écoute, ah, bon, je dois peut-être faire les choses d'une autre manière. Donc, micromanagement. Deux, la communication. Je pense que souvent, on fait des choses, on va élaborer une stratégie, on met des choses en place, mais on n'explique pas toujours pourquoi on fait ces choses-là. Et donc, euh, la communication est extrêmement importante. Et donc, je pense qu'à un certain moment, il y a plusieurs moments que j'ai pas suffisamment investi dans la communication, que ce soit des moments stratégiques ou que ce soit d'autres moments plutôt en one-to-one ou en individuel qu'on n'explique pas suffisamment les choses. Donc ça c'est la communication. Et deux, je pense pas que j'ai toujours payé suffisamment d'attention sur la diversité de mes équipes. Et diversité dans le sens que je l'ai mentionné tout à l'heure. Je pense que tout au début de ma carrière, j'ai souvent recruté ou composé mes équipes des gens qui étaient relativement similaires à moi-même, jusqu'au moment que tu commences à découvrir, mais wacht even, attends 2 minutes, c'est pas la bonne dynamique qu'on est en train de créer ici. Et donc, cette diversité tant en leadership qu'en expertise est extrêmement important pour arriver au meilleur résultat possible, je pense. Ouais. C'est pas toujours plus facile, hein. On confond parfois aussi, quand on a de la diversité de tout point de vue, ça rend souvent les choses plus difficiles en réalité. Plus, on a un meilleur résultat, Ouais. mais c'est plus difficile d'atteindre un résultat. Tout à fait vrai, tout à fait vrai. Mais je pense, sur le court terme, il va falloir investir un peu plus de temps. Mhm. Mais sur le long terme, les résultats seront beaucoup plus durables. Ça, c'est une conviction que j'ai pas toujours partagée.
mais aujourd'hui, je suis très convaincu de ça. Ah oui. Est-ce qu'il y a des tendances que tu vois ou des choses que tout le monde dit ou tout le monde fait avec lesquelles tu dis non, là, je suis pas d'accord, ça, moi, je fais pas. Là, si on regarde en ressources humaines, c'est HR for HR. Oui. C'est, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je trouve tout le monde veut aujourd'hui avoir sa propre stratégie, etc. Pour moi, il y a cette stratégie business et tout le monde doit contribuer à cette stratégie business. Aussi, RH et les autres parties prenantes de la stratégie. Donc ça c'est une chose. Euh, euh, je pense qu'il y a toujours pas assez d'attention pour une culture d'entreprise. Mhm. Et donc, qu'on reste trop dans des actions euh, euh, tactiques et pas dans des actions stratégiques, comme la culture d'entreprise. Encore hier, j'avais une discussion avec un DRH, une excellente DRH, sur l'absentéisme, par exemple. Et euh, absentéisme est vu comme quelque chose, comme un projet, pendant qu'en réalité, bah, le problème se situe, pas toujours forcément, mais se situe souvent au niveau du culture de l'entreprise et du leadership. Donc, donc il y a, euh, 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 parfois c'est un peu, certaines choses qu'on fait en ressources humaines sont perçues comme un peu trop faciles et parfois on complexifie quand même. Complexifier, c'est-à-dire on va avoir notre propre stratégie, comme ça tout est résolu, etc. Non, regarde tout d'abord comment tu vas contribuer à la stratégie d'entreprise. Et deux, trop facile, c'est-à-dire on va lancer un projet. Non, non, peut-être la vraie raison, et on doit oser avoir le courage de dire, la vraie raison est dans le leadership et dans la culture de l'entreprise. Et donc C'est ça. ça, à nouveau, est très important. Et là, je suis quand même, well, je dis pas toujours, mais parfois en désalignement avec certains collègues. J'ai l'impression que de plus en plus on commence à parler comme moi, ou au moins c'est ça que je veux entendre. Donc, Quelles sont les tendances qui te semblent essentielles? la tendance dans le domaine des ressources humaines, euh, c'est c'est la planification des effectifs. On appelle ça strategical workforce planning. Oui. Extrêmement, extrêmement, extrêmement important. On doit, Tu peux un peu développer, tu peux un peu expliquer ta ouais. vision dessus? Donc, je pense aujourd'hui, en tant que département ressources humaines, on est trop dans ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain. Mais on a peu d'attention sur, bah, tiens, quelle sera notre organisation dans 3 ans? Euh, et quelles sont les capacités qu'on a besoin dans 3 ans? Et je parle explicitement de capacités, donc je veux dire tant de compétences techniques que de compétences de leadership. Parce que, pour prendre un bête exemple très actuel, tout ce qui est l'intelligence artificielle, bah, forcément, ça va avoir un impact sur les compétences techniques. Là, tout le monde est d'accord. Mais ça va aussi avoir un impact énorme sur les compétences de leadership. De quelle manière? Euh, de quelle manière que la manière comment on va gérer des équipes sera différente comparée à aujourd'hui. La manière comment on va gérer tout ce qui est performance management sera différente que comparé à aujourd'hui. Euh, euh, les dynamiques d'une équipe, la composition d'une équipe sera différente qu'aujourd'hui. Et donc, on doit oser dire, tiens, écoute, avec tout ce qu'on sait déjà aujourd'hui, et on ne sait pas tous, et tout ce qu'on pense de savoir ne sera pas réalité dans 3 ans, mais avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, quelle sera notre organisation dans 3 ans? Qu'est-ce qu'on a besoin dans 3 ans? Et donc, ça, c'est extrêmement important que pour RH, de se mettre autour de la table avec le business et de presque faire une simulation. Quelle est notre organisation dans 3 ans et quel est le trou entre aujourd'hui et dans 3 ans? Et là, forcément,
la première réflexion sera, bah, on n'a pas le bon profil, ou on a trop de gens, etc., etc. Hein. Forcément, ça fait partie des réflexions, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Hein, parce que l'organisation du futur, l'agilité qu'on aura besoin et qu'on va demander des gens dans nos équipes, de nos collaborateurs, bah, cette agilité sera beaucoup plus fort présent aujourd'hui comparé sera beaucoup plus présent dans le futur comparé à aujourd'hui. Et donc, ça, à nouveau, aura des implications dans tout ce qu'on fait dans nos entreprises et surtout dans tout ce qu'on fait au niveau du domaine des ressources humaines. Donc, une tendance, c'est Strategical Workforce Planning, la planification stratégique des effectifs, de un. Et deux, sous-jacente, c'est aussi tout ce qui est intelligence artificielle et data. Et si on voit tout ce qui se passe dans ces domaines-là aujourd'hui, ben, on va énormément vite. Et donc, en tant que ressources humaines, un bon conseil, c'est d'avoir une fonction de référence ou une fonction spécifique, ça dépend de l'organisation, qui doit suivre toutes ces technologies. Parce que ce qui est top aujourd'hui est déjà beaucoup plus faible demain parce qu'il y a une autre technologie qui arrive, etc. Donc, rester proche par rapport par rapport à l'évolution des nouvelles technologies. Très important, très important. Tu penses qu'il faut une fonction dans un département RH pour rester 100% à jour d'accord. dans ces technologies? Ouais, Oui, c'est ouais. ça. Parce que Ok. la technologie RH, c'est beaucoup plus qu'une discussion, tiens, on a besoin d'un SAP ou on a besoin d'un SuccessFactors, etc. Sûrement que c'est une discussion qu'il faut avoir, mais ça, c'est une discussion qu'il faut avoir une fois sur 5 ans ou quelque chose comme ça. Ou moi, j'espère, sinon le CFO ne sera pas très content. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est tout ce qui est les nouvelles technologies. Aussi en performance management. Aussi, par exemple, tout ce que Q7 fait, par exemple. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et donc, il faut suivre les tendances. Il faut savoir, tiens, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on ne peut pas rater, qu'est-ce qui est présent sur le marché. Et pour ça, il faut une fonction ou au moins un rôle dans une organisation. Quelqu'un qui va suivre tout ça. Je te rejoins tout à fait. Je me retrouve maintenant plus proche de la technologie que ce que j'ai jamais été auparavant dans ma carrière, de par mon implication chez Q7 Leader. Et pour donner un exemple, on est occupé à développer des fonctionnalités AI sur base d'une technologie qui n'existait pas il y a 3 mois. Hein. Donc, Exact, on aurait parlé de ça il exact. y a 6 mois, ça faisait partie des choses, oui, non, c'est pas comment faire. Et aujourd'hui, on le fait. C'est quelque chose qu'on développe très rapidement. Ça prend quelques mois pour développer une nouvelle fonctionnalité, la tester, l'éprouver, etc. Mais c'est sur base de technologies très, très, très récentes. Et donc, effectivement, il faut rester à jour là-dedans. Et donc, si on se projette dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on a même du mal à imaginer ce que la technologie va pouvoir faire pour nous. Ja. Et le DRH doit être extrêmement proche à toutes ces tendances-là, supporté bien sûr par un rôle dans son organisation qui suit les évolutions au quotidien. Pour Euh, lui-même d'un point de vue fonctionnel et aussi pour comprendre l'impact global probablement sur la société dont il est responsable du point de vue RH. du point de vue RH, mais aussi le DRH, bah, dans un contexte général, il fait quand même partie du comité de direction. Euh, il doit être, il doit connaître toute cette évolution pour aussi être pertinent pour pouvoir peser dans le comité de direction sur les discussions stratégiques, Oui. tant Comment dans tu fais son toi rôle que dans un rôle plus large. comment tu fais toi pour rester à jour, pour rester à jour de ce qui se passe dans ce monde qui change très vite? Bah, j'ai installé ce rôle dans mon organisation, Oui, le oui. rôle donc j'ai fait ça. De un, deux, j'essaie quand même d'écouter pas mal de podcasts autour de ça. Ok. Et j'ai un réseau de gens autour de moi qui m'envoient quand même pas mal d'informations. Et souvent, c'est simplement via WhatsApp. Hey, est-ce que tu as vu ça? Ou est-ce que tu as vu ça? Euh, donc c'est le réseau autour de soi. Euh,
et c'est une certaine implication de toute l'organisation. Je vais vous citer un exemple. Jusque maintenant, dans mon business unit consulting, on avait un département data qui supporte les clients dans le développement de leur data. On a arrêté ça et on a dit tout ce qui est data, c'est la responsabilité de tout le monde. Et donc, il n'y a plus un petit box dans l'organisation en disant data, tout ce qui est data, c'est là et le reste ne doit rien faire avec ça. Donc, on a dit, écoute, tout ce qui est data, ce qui est quand même la base de tout ce qui est technologie, c'est pour ça que je donne l'exemple, c'est parce que garbage in, garbage out, si le data n'est pas OK, tout ce qui est intelligence artificielle, oublie-le, hein, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, tout ce qui est data, c'est la responsabilité de chaque business leader. Donc, mon business unit Compamban, il est responsable pour le data dans Compamban. Et c'est plus une équipe data à part qui est responsable pour ça. Mon équipe talent est responsable pour le data dans talent. Et donc, tout le monde a ses responsabilités dans l'histoire. Donc, important. Si on parle des tendances, est-ce qu'il y a des choses par contre qui t'inquiètent dans les tendances du futur? Qu'on est trop occupé avec ce qui se passe aujourd'hui et pas suffisamment avec ce qui va se passer dans le futur. C'est un peu aligné avec ce que j'ai dit, avec la planification des effectifs. On est trop orienté dans la gestion du day-to-day, donc ça m'inquiète. Deuxième chose, c'est l'impact de RH dans le comité de direction. Donc, on doit quand même être, en tant qu'RH, être suffisamment armé pour pouvoir peser sur la stratégie de l'entreprise. Parce qu'on aura quand même pas mal de mobilité interne, peut-être externe dans les entreprises. Il y a plein de transformations qui arrivent. Il n'y a pas d'autre choix. Mais pour arriver je dirais, à une stratégie humaine qui met au centre et le business et les aspects humains, le DRH doit pouvoir peser sur la politique de l'entreprise. Et donc, là, je vois, surtout aussi, vu le contexte international, qu'il y a quand même une certaine pression sur ce qui se passe en Belgique. Donc là, je suis quand même inquiète. Ok. Dieter, on va tout doucement aller vers la conclusion de ce podcast. Est-ce qu'il y a une idée ou un message que tu as envie de transmettre aux personnes qui suivent le podcast? Work hard, play hard. Je l'ai déjà mentionné tout à l'heure. Have fun. Prenez les opportunités qui arrivent. Et il y a plein d'opportunités qui arrivent. Faites des erreurs. Parce que si vous allez prendre des initiatives, vous allez faire des erreurs. Donc, il faut être d'accord dans votre organisation que c'est absolument OK qu'on va faire des erreurs. Parce que sinon, on ne va pas avancer. Sans faire des erreurs, on n'avance pas. Il faut bien sûr tirer des conclusions et pas prendre n'importe quel risque. Important aussi. Donc, il faut bien réfléchir. Mais on va tous faire des erreurs. Moi aussi, je fais des erreurs. Et bon, voilà. Mais on n'avance pas sans faire des erreurs. Important aussi. Et ayez le courage et la détermination aussi de mettre en question le statu quo. Donc, important. Est-ce qu'il y a un conseil que le Dieter d'aujourd'hui donnerait au Dieter en début de carrière? Challenger plus. Explique les choses que tu fais. Donc, la communication, extrêmement important. Donne un mandat plus aux équipes. Je fais référence au micromanagement. Parce que sinon aussi, on ralentit. Donc là aussi, pourquoi je pense, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis moins un micromanager? C'est parce que j'ai vu, écoute, si je continue à faire tout moi-même, on n'avance pas. Parce que, je ne sais pas tout, je suis à la fin dans un tunnel, et deux,
d'autres savent faire ça mieux que moi. Donc ça, extrêmement important. Ça sont les 3 conseils que j'oserais donner à moi-même il y a 20 ans ou il y a 15 Non, il y a 20 ans entre-temps, pas 15 ans, il y a 20 ans entre-temps. Ça va Merci vite. éditeur. Merci beaucoup, c'était très inspirant. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Frédéric pour l'invitation. C'était The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TrendSearch et Q7 Leader. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre programme de podcast, à vous abonner et à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.